n'est pas comme les autres. Elle met en jeu un débat crucial qui engage notre pays de manière fondamentale. De son issue dépendront la continuité de la France en tant que nation libre. Et pour ceux qui, comme nous, se sentent avant tout français, notre existence en tant que peuple. Mais coupé de son histoire, dénué de tout sentiment d'appartenance, isolé dans un monde insensible à toute solidarité, il ne sera en fait qu'un esclave dans des pays asservis. Si le mondialisme économique avance avec le bouclier de la liberté du commerce, le second de ces mondialismes, le fondamentaliste islamiste, instrumentalise le principe de la liberté religieuse pour tenter de nous imposer des schémas de pensée qui sont clairement à l'opposé des nôtres. Nous ne voulons pas vivre sous le joug ou la menace du fondamentalisme islamiste. Il cherche à nous imposer, pêle-mêle, la contestation de la mixité dans les lieux publics, le voile intégral ou non des salles de prière dans les entreprises, les prières la soumission de la femme, interdite de jupe, de travail ou de bistrot. Cela, aucun Français, aucun républicain, aucune femme attachée à sa dignité et à sa liberté ne peut l'accepter. Pour progresser, l'islamisme radical prend une prétendue islamophobie. En trouvant chez les professionnels de la repentance anti-française, chez les islamo-gauchistes, chez les tiers-mondistes nostalgiques, chez les bobos, ou parfois même chez certains juges, un soutien irresponsable. Derrière ces deux idéologies se profile inexorablement l'asservissement des personnes. Un asservissement d'abord mental, qui s'opère par la désaffiliation, par l'isolement, par la dissolution des liens traditionnels. Le mondialisme économique professe l'individualisme, l'islamisme radical, le communautarisme. Le mondialisme s'appuie, on le voit, sur la négation des valeurs sur lesquelles la France s'est construite et sur les principes dans lesquels l'immense majorité des Français se reconnaissent encore. La prééminence de la personne est donc son caractère sacré. La liberté individuelle est donc le consentement individuel. Le sentiment national est donc la solidarité nationale. L'égalité des personnes est donc le refus des situations de soumission. Ces principes pour lesquels nous nous battons sont affirmés dans notre devise nationale: liberté, égalité, fraternité, libre sécurité, une sécularisation de principes issus de notre héritage chrétien. C'est ensemble, c'est uni, c'est groupé que nous allons faire face. Eux proposent de nous désunir. Nous exaltons tout ce qui unit les Français entre eux. Ce lien indéfinissable mais si profond et si rassurant qui crée entre nous une fraternité de cœur et nous permet d'affronter l'avenir ensemble. Ne perdons jamais de vue que nous sommes un grand peuple. Un peuple qui sait qu'il porte en lui les moyens de sa liberté, de l'affirmation de ses valeurs, de sa grandeur, de son destin. Dans ces circonstances où les prétendues élites ont jusqu'à présent failli et trop souvent trahi, le seul recours, c'est le peuple. C'est de sa volonté que naîtra l'arrachement aux forces du déclin. C'est de sa détermination que s'engageront les reconquêtes. C'est de son sein qu'émergeront les femmes et les hommes qui conduiront le pays à la lumière. Je dis aux Français qui nous écoutent et qui nous regardent, le sort de la France est entre vos mains. C'est la raison pour laquelle j'ai frappé ma candidature du sceau du peuple, en prenant cet engagement solennel devant les Français, un engagement que nos militants affichent sur les murs de France au nom du peuple. Or, vous avez le droit d'aimer votre pays, et vous avez même le droit de le montrer. Nous voulons que chaque Français, dans ses projets ou ses difficultés, puisse se sentir soutenu par la communauté nationale et appuyé par un État attentif,
et bienveillant. Nous voulons un État fort, un État stratège. Mais qui peut nous en faire le reproche si l'État c'est vous, s'il est l'instrument de la mise en œuvre de votre volonté? L'État est au service de la nation, c'est-à-dire au service de notre projet collectif, mais aussi au service des citoyens, notamment en garantissant au meilleur coût des services publics de qualité. Nos prestations sociales, parce qu'elles sont distribuées à ceux qui viennent du monde entier, sont en passe de ruiner nos systèmes sociaux au détriment de nos compatriotes en difficulté, et particulièrement des femmes, déjà victimes directement de la loi El Khomri qu'il faudra supprimer. Des femmes souvent piliers de familles monoparentales, et à ce titre fragilisées à l'extrême par la dilution de fait de la solidarité nationale. Certains en tirent comme conclusion brutale la fin de cette solidarité. Moins d'indemnisation en cas de chômage, moins d'hôpitaux, moins de santé, moins de protection, plus de travail, moins de revenus, moins de retraite, plus de prime de pouvoir d'achat qui permettra de verser aux salariés et retraités qui touchent moins de 1 500 € par mois les recettes d'une contribution sociale à l'importation de 3%. C'est ainsi en moyenne 1 000 € par an qui viendront soulager chacun de ces travailleurs et retraités modestes quand ils ne sont pas carrément pauvres. C'est pourquoi nous revaloriserons aussi significativement l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse. C'est pourquoi nous créerons une protection logement jeune en revalorisant de 25% l'aide au logement des jeunes jusqu'à 27 ans et que nous aiderons résolument les familles. J'entends déjà les égoïstes, souvent très bien nantis d'ailleurs, nous expliquer qu'il serait immoral et ruineux de relever les 801 € par mois du minimum vieillesse. J'entends déjà les politiques et leurs cautions, certains économistes bien choisis, les sachants, les experts de pacotille, nous expliquer d'un ton péremptoire que c'est contraire à la science économique. La même science en application de laquelle ils ont fait 2200 milliards d'euros de dette, 7 millions de chômeurs, 9 millions de morts et 66 millions de Français désabusés et démoralisés. Ne les croyez pas. À cette vision comptable, égoïste, refermée, erronée, nous opposons une vision volontariste, dynamique, juste, vertueuse, patriotique, parce qu'encore une fois, ce n'est que tous ensemble que nous réussirons. Nous voulons une école publique ou privée qui transmette aux futurs citoyens la maîtrise de notre belle langue et l'amour de notre culture. Qui peut croire, comme le professent les mondialistes, qu'il serait logique, écologique ou même économique de produire sur un continent, transformer sur un autre et consommer sur un troisième? En matière de production, oui, nous souhaitons privilégier les circuits courts qui supposent la réorganisation et la maîtrise de nos filières de production, la relocalisation de nos circuits de transformation et l'organisation de filières éthiques de distribution. Pour les producteurs, c'est l'assurance de juste prix. Pour le consommateur, c'est la garantie de la provenance et donc de la qualité. Et pour tous les Français, c'est l'assurance de la sécurité alimentaire et donc de la santé de soi-même et des siens. Nous voulons une France durable. Une France durable, ça passe par la relocalisation de nos productions qui passe elle-même par le protectionnisme intelligent et le patriotisme économique. Démarche pour nous absolument naturelle, mais aujourd'hui interdite par l'Union européenne. Ce patriotisme économique, notamment, jouera pour les appels d'offres, mais aussi pour le soutien public aux filières qui nous semblent indispensables, qui sont stratégiques. Et cette révolution de la proximité, c'est aussi arrêter la désertification.
c'est protéger nos commerces de proximité, nos services publics de proximité, nos mutuelles, nos pharmacies, nos banques de proximité. C'est avoir des écoles, des hôpitaux, des élus aussi de proximité. C'est donc lutter contre un certain nombre de projets fous, visant par exemple à passer de 35 000 à 6 000 le nombre de communes, supprimant évidemment la relation privilégiée entre les administrés et leurs maires. Mairie, département, nation, elle est là notre proximité. Pas dans ces intercommunalités et ces conseils régionaux éloignés et coûteux, et encore moins dans cette Union européenne sans légitimité et sans efficacité, déconnectée totalement des aspirations des peuples. Là encore, mes chers amis, pardon, mais cette démocratie de proximité, elle est la seule, en réalité, qui permette votre contrôle. Et le contrôle ne peut s'exercer si vous êtes sans voix. Alors je rendrai la parole au peuple. Parce qu'en démocratie, seul le peuple a raison, et personne n'a raison contre lui. Nous instaurerons donc un référendum d'initiative populaire. Nous souhaitons également protéger les citoyens contre les menaces de fichage numérique. La liberté est aussi celle d'entreprendre, de créer. Nous souhaitons un État régalien, un État stratège. Ce sera un État modernisé, restauré dans ses moyens et respecté dans ses décisions. Il ne s'agit pas là de concevoir un État omnipotent et omniprésent, mais un État protecteur, un État garant des justes équilibres, un État qui garantisse à chacun l'égalité de chance pour créer un environnement économique favorable. C'est notamment la réforme totale du RSI. Vous savez, le serial killer des indépendants. Cette libération des énergies des entrepreneurs passe par la baisse de l'impôt sur les TPE-PME. Les TPE-PME. Non, parce que beaucoup de gouvernements se sont attachés à faciliter la vie de très grands groupes qui, semble-t-il, d'après les derniers chiffres, n'ont pas l'air d'en avoir véritablement besoin. La protection contre la concurrence déloyale, la simplification administrative, la sécurité juridique, la baisse des charges pour les TPE-PME, un plan vigoureux de réindustrialisation et une grande politique énergétique. Nous avons conscience que ce sont les entreprises qui créent l'emploi, et notamment les petites et moyennes entreprises. Par des synergies intelligentes, en encourageant la recherche, l'innovation, les transferts de technologies et l'exportation, nous nous attaquerons au chômage par la création d'emplois durables. Enfin, cette révolution de la liberté est celle de nos libertés collectives. On appelle pour un État la souveraineté. C'est-à-dire concrètement pour un peuple, la liberté de décider pour lui-même. Soyez conscients, que ce combat pour la souveraineté est premier, principal, essentiel, cardinal. Il conditionne tout le reste. Sans souveraineté, pas de protection possible, pas d'action possible. Sans souveraineté, un projet devient une promesse mensongère. Les adversaires prétendent contrôler les frontières, revenir sur le droit du sol, empêcher l'immigration, lutter contre la concurrence déloyale. Ils vous mentent. S'affranchir du carcan de l'Union européenne qui est décisionnaire sur ces sujets, ils s'interdisent toute inflexion, même mineure. Pire, en restant dans l'euro, ils plombent notre économie, entretiennent le chômage de masse et donnent à l'Union européenne le moyen de pression, le couteau, vous savez, dans les côtes, pour imposer leurs vues, leurs directives ineptes et leurs millions de migrants. L'Union européenne est un échec. Elle n'a tenu aucune de ses promesses, et tout particulièrement sur la prospérité et sur la sécurité. Et pire, elle nous a mis sous tutelle, tenus en laisse courte.
se satisfaire de ne rien faire devant un système qui nous enchaîne, qui ne fonctionne pas, et pire, dont les dysfonctionnements nous ruinent. Et c'est pour cela qu'Élu j'annoncerai la tenue d'un référendum dans les 6 mois sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne. Et j'engagerai immédiatement, avec nos partenaires européens dont beaucoup, croyez-moi, aspirent comme nous à la souveraineté, une renégociation avec ce système européiste tyrannique qui n'est en l'état plus un projet, mais une parenthèse, et objectivement, je l'espère, un jour, un mauvais souvenir.